Amis des livres, amis de la librairie Rengardt, bonjour. Et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du lundi. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Riche. Bonjour Pierre. Bonjour Dominique. Alors Pierre Riche, on le connaît parce que il a publié pas mal de livres de photos sur les Vosges, sur des rochers mythiques, sur la nature. Ouais. C'est quelqu'un qui a déjà publié pas mal, qui est d'ailleurs aussi en train de sortir un nouvel album, me Ouais, semble-t-il. ouais, ouais. Mais c'est aussi un peintre, c'est aussi un artiste. D'ailleurs, il y a une exposition Oui, actuellement, une en ce moment. galerie, une exposition qui s'appelle Méditerranée, les couleurs de la mer. Oui. Et ça se tient, on monte juste à la caméra. À la Galerie Harcourt, c'est une exposition collective, hein. D'accord, Voilà. Donc l'image de l'affiche, c'est un peintre, mais bon, j'ai fait de la peinture, hein, aussi. au tout début. Mais je suis surtout photographe. Et là, j'expose des images autour de la Méditerranée, en lien avec une résidence que j'ai réalisée à Oran avec deux autres photographes, Ah, très bien. Jean-Louis S. et Meshri Miloud. Et donc avec une association qui s'appelle Rue Méditerranée. Ouais. Voilà, donc Voilà, on bon, invite les voilà. gens à retrouver cette exposition à Strasbourg qui est encore jusqu'au Jusqu'au 24 juillet. 24 juillet. Voilà. On mettra les coordonnées sur le site. Mais Pierre Riche est aussi professeur d'art plastique en collège. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous le recevons, c'est une première, je dirais, à deux titres. Premièrement, parce qu'on découvre le professeur, l'enseignant qui se cache derrière le photographe que nous Mm. connaissons. Et c'est aussi une première parce que c'est la première fois que nous faisons un entretien, non pas sur un roman, non Mm. pas sur une fiction, Mm. mais sur un ouvrage qu'on va classer dans les essais, qui s'appelle Éducation nationale, grandeur et déclin, une enquête intérieure. Alors, avant de parler du livre, Pierre, tu dis à un moment donné que tu es devenu professeur d'art plastique et engagé dans l'éducation nationale sur le tard. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Ben, j'ai démarré à 35 ans l'enseignement après avoir pratiqué la photographie professionnellement pendant 10 ans. D'accord. Et donc c'est arrivé dans la période un peu creuse où on passait tout doucement de l'argentique au numérique. Et puis j'ai eu une période creuse de ma vie professionnelle qui fait que j'ai tenté le CAPES d'art plastique. J'ai eu dans de bonnes conditions du premier coup. Je me suis retrouvé dans le mammouth. Dans le Mammouth. Donc en Et j'y suis. collège. En collège, oui, 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 Et oui. donc là, ça fait depuis combien de temps alors Ça a fait 25 ans, 25 ans. Donc là, on va retrouver 25 ans absolument, de vécu, de vécu. parce que Ouais. ce livre est surtout un ressenti, un témoignage. Alors, et aujourd'hui, tu es dans quel collège? Je suis dans un petit collège de Lorraine. De Lorraine. Ouais, ouais. Allez, on va préciser, c'est le collège de Baccarat, Ah, ouais, d'accord. ouais, en allant vers Lunéville. Baccarat, Tout à qui fait. est connu pour sa cristallerie, Ouais, 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 qui est ouais, un joyeux des métiers d'art ouais. en France. Alors, ce livre, Éducation nationale, grandeur et décadence, et déclin, Il pardon, déclin. une enquête intérieure. Donc, je disais, c'est une somme c'est un témoignage et c'est une espèce d'émergence de ce que tu as certainement accumulé pendant des années, puisqu'on va découvrir l'évolution de différentes choses, des contraintes imposées par le ministère, etc. Mais il y a peut-être aujourd'hui, puisque la question c'est pourquoi aujourd'hui, il y a ce après-Covid, ou Mm, tout à qui a fait. été le Ouais. déclencheur peut-être de ce cri, parce que c'est une sorte de cri quoi, que tu sors Oui, de ton vécu, oui, de tes oui, tripes. oui, oui. Bah, c'est un déclencheur du fait aussi que pendant cette période de confinement, les enseignants ont pu prendre un peu de recul, malgré le fait que le télé-enseignement, dont je parle beaucoup dans le livre, Oui, était une contrainte de plus, mais prendre le recul nécessaire pour des enseignants qui sont toujours, on va dire, entre guillemets, le nez dans le guidon, toujours pris aussi par leurs contraintes de préparation de cours, d'évaluation, de réunion, etc. Et moi, j'ai pris ce recul. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était quand même une situation totalement inédite, de se retrouver du jour au lendemain à devoir enseigner à,
à distance et ensuite qu'il y ait une reprise de manière totalement bizarre, étrange, avec le masque, avec la distanciation sociale, tout ce qui me paraît un petit peu antinomique en soi avec le métier, le cœur du métier. Donc voilà, c'est ça que Alors, ça m'a permis de prendre le recul pour écrire en fait d'accord. une Mais sorte de rétro. ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est ni un manifeste syndical, ni une Absolument liste de pas. revendications, Absolument ni pas. Ouais. c'est c'est des réflexions sur le vécu, Mm. sur les problématiques. Je t'ai frappé beaucoup par ton, ta préoccupation de l'élève, Oui. de l'élève, la place qu'on lui accorde. Alors, est-ce qu'il n'y a pas non plus, peut-être, de la part d'un prof d'art plastique, une espèce de, comment dirais-je, de révolte contre un certain ostracisme qu'on a parfois. Oui, les arts plastiques, c'est peut-être Oui. secondaire, c'est le prof de maths, mais non, tu passes outre, je crois. Oui, je passe outre, mais c'est vrai que c'est une matière qui est un petit peu à part, dès lors que c'est une matière un peu irrévérencieuse, un petit peu hors cadre, où on apprend la liberté de création, la liberté de penser. Alors, bien sûr, d'autres matières abordent aussi cet aspect-là, mais les arts plastiques, c'est vraiment un, euh, un enseignement de la liberté. Et Oui, donc on peut se retrouver un peu en porte-à-faux, c'est d'ailleurs le titre d'un des chapitres, en porte-à-faux. oui. Et Et puis on va retrouver sur la fin peut-être quelques pistes de développement tout à fait. que je Ouais. partage tout à fait, parce que Mm. dans les arts, pictural ou pas, peut retrouver des maths, on peut retrouver Exactement. Ouais. du langage, Ouais, du ouais. enfin c'est et puis quand on se réfère aux anciens, les philosophes de l'Antiquité, Mm. ils étaient tous à la fois mathématiciens, Dessinateur, philosophes, ouais, peintres, enfin, ouais. sans parler de Léonard de Vinci qui est incomparable. Mais je voudrais juste, alors si une question encore par rapport au titre, Ouais. moi j'y aurais bien vu un point d'interrogation à ce titre. Oui, en fait, c'est parce que les deux se cohabitent. La grandeur, parce que le métier, c'est un beau métier, c'est quelque chose de grand, de la transmission des savoirs, des connaissances à la jeunesse. Il y a quelque chose de grand. En même temps, c'est une grande maison. On appelait ça le mammouth. D'ailleurs, le C'était Claude dessin. Allègre qui avait Oui, sorti voilà. ça. Oui, oui, oui. Il faut dégraisser le mammouth. A-t-il dit, je crois, en 97, donc ça fait déjà quelques temps. Et c'est resté un peu cette grande maison qui est grande par l'aspect positif de ce qu'elle engage, et en même temps le déclin, parce qu'effectivement on est dans une période où on sent que ça se fissure en fait. C'est un peu le sens de Mais est-ce que, du est-ce dessin de la que, couverture. est-ce que D'ailleurs. le déclin, c'est pas quelque chose Mm. dont on entend parler depuis, je sais pas moi, Ouais. depuis des années et des années. Et en fin de compte, l'enseignement est toujours là, l'éducation nationale Oui. est toujours là. Alors évidemment, elle se complaît dans la novlangue, enfin on va en reparler, Ouais, dans des ouais, choses ouais. comme ça. Mais je veux dire, c'est pour ça que j'aurais bien peut-être vu un point Un point d'interrogation. d'interrogation. Mais bon, Alors alors le point justement, d'interrogation, on peut le retrouver dans le petit tourbillon au-dessus du mammouth. du Oui, dessin il est dubitatif. qui est important. Mais je voulais juste lire une de tes phrases. Oui. Je décris, j'énonce et je dénonce des rouages qui se mettent en œuvre depuis une trentaine d'années dans l'éducation en France. Ce sont des mécanismes qui nous entraînent parfois vers des impasses dont nous n'avons pas toujours vraiment conscience. Est-ce que le déclin nous raconte un appauvrissement, une détérioration progressive du système éducatif, avant de faire émerger une vision de l'école authentique et débarrassée de toute idéologie de la mode? Le détricotage est nécessaire et vital. C'est un peu ce que tente de faire le livre, c'est un détricotage. Donc il y a énormément de notions, de points en lien avec l'éducation que je détricote, que je démonte aussi, mais en même temps j'en explique le côté positif, à la fois négatif, bien sûr, tous les travers. Et donc c'est ça, ce détricotage. Il est nécessaire pour pouvoir peut-être prendre conscience de ce qui a changé et de ce qu'il faut peut-être changer. Voilà, c'est ça en fait Mais le propos du livre. malgré tout, et là aussi, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long du livre, c'est l'amour du métier. Ouais. Mais là, il y a des choses que tu dis avec des mots, mais vraiment extrêmement honnêtes, forts et sans fioriture. Bien entendu, on aime son métier.
tant qu'on ne nous renvoie pas une image positive de nos actions, que ce soit les familles, les élèves, les collègues, la hiérarchie, l'institution ou l'opinion publique. Mais on peut très souvent se retrouver confronté à des avis tranchés sur l'enseignement et les enseignants, à des poncifs véhiculés petit à petit, insidieusement par les médias, à de brèves conversations ordinaires et des inérables « oui, mais vous ». Oui. Voilà, le privilège de l'enseignant. C'est vrai que bon, tout métier a des fois une image un peu extérieure, dont j'énumère d'ailleurs quelques clichés, non sans une certaine ironie. Hein. Il y a un côté pamphlétaire aussi dans ce que j'ai écrit. Et donc c'est vrai que le prof, on dit ah oui, les profs sont comme ça, donc je dresse toute une liste comme ça sur le prof, par exemple. Le prof Camif, le prof qui écoute France Inter et Télérama, un peu comme ça. Voilà. Voilà. Et donc, mais des fois, il y a quand même une caricature qui peut faire mal et qui peut blesser aussi, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est important de réhabiliter aussi le personnage du prof. C'est vrai que par exemple le désastre, enfin, ou le drame qui a eu lieu avec Samuel Paty. Voilà. Oui, tu en parles souvent. Oui. C'est effectivement ça. Tristement, ça redore le blason, mais bon, est-ce qu'il faut en arriver là pour que les professeurs soient valorisés? On peut dire la même chose des soignants en ce moment. Enfin, est-ce que tu veux dire par là qu'au-delà de la caricature, au sein de certains publics, on n'irait pas encore plus loin pour démolir au sens propre l'enseignant? Oui, alors, oui et non, on le démolit. Enfin, qu'est-ce que c'est le on? Le on, c'est quoi? C'est sans doute effectivement tout ce que je décris, c'est-à-dire toutes les petites mesures et les réformes qui ont eu lieu de ministre en ministre, qui se sont passées la main pour faire passer petit à petit, tout doucement, des petites mesures dont la plus importante est l'arrivée de ce tout numérique dont je parle aussi. Oui, mais l'histoire du numérique, etc., qu'on vient de vivre, on est plus dans une problématique de forme qui induit une modification des usages, c'est certain. Mais il y a des problématiques de fond. On l'évoquait tout à l'heure. La novlangue, hein, tout le monde connaît l'histoire du référent bondissant, enfin, de toutes ces choses qui virent à l'absurde et qui alimentent cette caricature. Mais au-delà de cette caricature, mais ça continue. Parce que tu parles à un moment donné de la novlangue et des 4D. Et la reine compétence. Donc ce mot compétence, c'est devenu l'alpha et l'oméga de la nouvelle politique. Enfin, disons que ça existait déjà, mais la compétence a tendance un peu à réduire les enseignements, je trouve, en tout cas, à une espèce de volonté techniciste, comment dire, de pur savoir-faire, alors que l'enseignement, c'est bien au-delà de ça, c'est les connaissances, c'est l'ouverture au monde. Alors bien sûr, dans les textes, tout ça il y a encore, les connaissances, la solidarité, c'est le fameux apprendre à apprendre, l'école de la confiance, hein, donc c'est le maître mot actuel de notre ministre, et c'est sûr que ça fait partie, mais concrètement, dans nos enseignements, l'enseignant se trouve souvent à devoir cocher des compétences, donc simplement se retrouver à devoir dire oui, non, acquis, non acquis, en cours d'acquisition, oui. Est-ce que l'enseignement c'est ça? Voilà, c'est la question que je pose. Voilà. Et la compétence, c'est en fait un simple savoir-faire techniciste, de savoir effectivement, par exemple, je ne sais pas, on est capable de représenter une maison en 3 dimensions, quelque chose de très simple comme ça. Est-ce que c'est ça le fond de la chose? Est-ce que c'est effectivement ça le fond des acquis qui peuvent fonctionner peut-être en maternelle ou dans les premières classes, qui ne sont absolument pas compatibles avec les enseignements dans les classes supérieures. Alors il y a d'autres sujets que tu abordes et qui m'interpellent.
Et ça va même plus loin que la mise en cause de la structuration de l'enseignement, notamment de l'éducation nationale, puisqu'on a les enseignements alternatifs que tu évoques aussi. Mais à travers le livre, il se transpire une sorte de crainte ou de suspicion ou de révélation d'une mise en place d'une future dictature de l'esprit et du raisonnement par ces programmes et par ces systèmes que l'on met en place. On veut absolument formater les élèves et les enseignants. Et aussi le fait de créer des sortes de nouvelles religions qui pourraient être la laïcité ou le libéralisme, ça tu le dis. La laïcité, je ne pense pas. Le libéralisme, on est d'accord. Voilà, une sorte de dogme qu'on voudrait, alors que l'enseignement, c'est pas ça, c'est ton message. Mais je trouve qu'on va beaucoup plus loin dans beaucoup de tes phrases que on sort complètement du cadre de l'enseignement. Tu cites toi-même Orwell. Oui. On n'est pas loin de 1984, on n'est pas loin de trucs. Bon, tu pousses peut-être un petit peu le bouchon, mais c'est vrai qu'il y a un vrai danger qui est institutionnalisé en plus. Exactement. Et puis c'est vrai que ce côté orwellien, il s'est traduit beaucoup en ce moment à travers le port du masque, qui est certes nécessaire sans doute, mais qui prend une tournure, à mon avis, effectivement assez étrange dans l'enseignement, puisque qu'est-ce qu'on peut faire du sourire, qu'est-ce qu'on peut faire de l'expression de l'enseignant. Bien sûr, on va nous dire que ça ne dure qu'un temps, mais c'est un temps qui dure déjà 1 an, et je trouve que les premiers qui en souffrent, ce sont les enfants. Et puis ça peut devenir des bases de ce qu'on va construire. Exactement. Il y a un vrai risque, il y a un vrai risque, il y a une vraie révélation, je dirais même philosophique, de ce genre de démarches qui peuvent mettre en cause le fonctionnement de notre société future, enfin dans un futur pas loin d'ailleurs. Alors il y a plusieurs sujets qui nous mènent vers ça, mais le temps avance très vite. Et on a cette dictature, etc., digitale. Tu parles aussi de la Fabrique du crétin digital, ce livre qui a déjà fait beaucoup d'émules et qui nous rappelle cette problématique. J'évoquais le mot religieux, mais tu parles aussi un petit peu de l'enseignement du fait religieux, qui a été complètement écarté, et qui risque même d'être remplacé par une espèce de religion qui pourrait être le libéralisme. Il faut nuancer quand même, parce que l'enseignement du fait religieux fait partie des enseignements à titre culturel, donc il est encore très présent, et ça c'est un bien, bien sûr sans prosélytisme. Mais voilà, le prosélytisme religieux, on l'a évacué. Il ne s'agit pas d'évacuer le fait religieux, ça fait partie des enseignements, même en art plastique, quand on montre une crucifixion de Rubens, automatiquement on va parler du fait religieux. Donc c'est pas ça la question, mais la question c'est que effectivement le prosélytisme aussi libéral, c'est-à-dire du monde marchand, il est aussi très présent à travers l'intrusion du numérique, l'intrusion des GAFAM, l'intrusion de... C'est ça. Voilà. Donc je nuance parce que c'est important que la culture, que les religions soient présentes, mais uniquement la culture. Voilà. C'est vrai qu'on est dans le grand... en Alsace, l'enseignement... En plus, on a le concours d'art, enfin le régime local, qui est un cadre qui, à mon avis, est enrichissant. Mais bon, voilà, chacun a son opinion. Mais il y a tellement de choses dans ce livre qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais pour terminer, enfin pour clore un petit peu notre entretien, je voulais venir vers les derniers chapitres. On ne va pas parler à la fin, mais ce sont des pistes. Tu évoques, page 157, 9 pistes sur lesquelles il faudrait retravailler ou revoir le fonctionnement actuel. Donc, premièrement, alors je vais te les citer, et si tu pouvais, pour chacune, juste dire 2 mots sur ce que tu prétends vouloir être le chemin vers lequel il faudrait. Premièrement, l'apprentissage. En 2 mots. L'apprentissage. Oui. C'est-à-dire ne pas mettre l'élève, inférioriser l'élève, quoi. Dire qu'il porte en lui déjà des connaissances. Enfin voilà, il y a quelque chose d'important aussi
de les laisser tranquilles en fait. On leur met une telle pression que... Plutôt de leur donner les moyens d'exprimer Exactement. et de découvrir Exactement. d'apprendre. Ouais. Deuxième point, sortir du cadre. Sortir du cadre, c'est-à-dire... alors là, j'en parle surtout par rapport au fait de... Est-ce qu'il faut obéir ou désobéir? Je pense que c'est ça que je dis dans ce chapitre-là. Troisièmement, Voilà. Bon, après... résister à la novlangue. Ah oui, ça c'est très important, oui, oui. Effectivement, abolir peut-être ou au moins remettre à sa place le mot compétence pour effectivement refaire émerger un enseignement, non pas du passé, hein, mais un enseignement vraiment des vraies connaissances. Connaissances, oui. C'est naître avec et naître ensemble. Hein, il y a quand même des choses où c'est des connaissances, quoi. Tu évoques la disparition de l'histoire, c'est vrai qu'on enfin, n'apprend plus l'histoire chronologiquement et il y a des pertes. Dans le bac scientifique. Oui. Quatrièmement, opprimer critique. Opprimer critique, oui. Développer ce sens critique nécessaire qui n'est pas en fait qui n'est pas le jugement. Hein. C'est vrai que c'est différent la critique et le jugement. La critique, ça va être avoir une ouverture en fait sur de peser, oui. Mais l'opprimer, c'est l'élève. De mettre sur la balance. Bon, je suis désolé, ça fait plus que 2 mots, c'est un peu difficile. Cinquièmement, l'humain et l'humus. L'humain et l'humus. Là, tu voulais nous lire une petite partie, page 169. Ça, c'est... J'y tiens beaucoup. C'est par rapport au fait que... page 169. Voilà. Qu'on enseigne l'humain ou l'humanisme, hein, d'une certaine manière. L'humain, ainsi, serait regardé et enseigné comme partie intégrante et non pas coupé de la nature, comme un maillon de notre planète, avec cette part de responsabilité qui est la sienne. L'approche naturaliste de l'enseignement, non pas nécessairement rousseauiste, n'est ni ringarde, ni passéiste. Face à l'état désastreux de la planète, elle en devient l'échappée la plus cohérente. Contrairement à une vision technocratique et mercantile de la vie, elle incarne les valeurs du futur, d'une vraie compréhension et d'un véritable respect du vivant. Nous nous éloignerions ainsi définitivement de la vision techniciste de l'homo technicus qu'on voudrait nous faire croire comme la seule issue possible à la crise mondiale, pour nous approcher davantage de cet homo humus qui est notre vraie nature. Donc, là, on perçoit un côté un peu écologiste, écolo en tout cas, et oui, c'est vrai que c'est important pour moi de... Tu écartes Rousseau, mais pourquoi pas le garder? Oui, peut-être même se rapprocher de Spinoza, enfin bon, oui, oui, c'est vrai. Mais... Sixièmement, l'art au centre. Oui. Oui, et l'art, en fait, dans ce chapitre, j'évoque surtout l'art au sens large, parce que l'économie, n'oublions pas que l'économie, c'est un art, les sciences, la médecine, c'est un art, voilà. Donc, c'est pas uniquement valoriser la musique et les arts. Bien sûr, mais les sciences, tout est dans l'humain et l'humus, de ce cas-là. Exactement. Ouais. Septièmement, ralentir. Ralentir, c'est-à-dire effectivement mettre ne pas toujours bombarder l'élève le côté gavage dont parlait Augustin Freinet, c'est-à-dire voilà, pas obliger. Le système français a tendance un peu à alourdir les programmes. Oui, puis aussi les horaires, etc. Les horaires. Alors 8, c'est pas mal. Ouais. L'indice de bonheur éducatif. Oui. Or ça, c'est un peu une pirouette à tous ces indices économiques et c'est un peu en lien avec ce qu'on appelle l'indice de bonheur humain qui avait été décrété dans un état... au Bhoutan, je crois. Oui, au Bhoutan, au nord de l'Inde. Donc le bonheur éducatif, ça serait remettre de la joie dans les enseignements. Oui, ton idée, c'est de donner... à l'enfant, à l'élève, le plaisir de venir en classe. Quoi. Voilà, c'est ça. Et pas qu'il y aille à recul. Voilà. Ouais. Et enfin, neuvièmement, les valeurs de l'audace. Oui, c'est-à-dire sortir du cadre et puis oser aussi expérimenter, aller voir aussi... les pédagogues non conventionnels, accepter aussi... la création, l'imagination. Exactement. Bon. Merci Pierre. Merci. On va inviter nos amis de l'autre côté de la caméra
découvrir ce livre, une mine d'informations, des témoignages, des prises de position. Et ben voilà. Merci à tous. Les éditions libres et solidaires. C'est ça. Merci Pierre, au revoir Merci. et à une prochaine émission. Merci.